Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Nous sommes le 17 février 2018, nous arrivons au site-rep numéro 78 et voilà, l'épée de Damoclès est toujours suspendue au-dessus de la tête des Donbassiens, hein. C'est comme ça qu'on les appelle, mais en tout cas, malgré la fluctuation du nombre de bombardements d'une semaine à l'autre, la menace est extrêmement importante, elle est toujours présente, elle ne s'est pas réduite, hein. Non, elle ne s'est pas réduite, on voit toujours des signes de préparation pour cette fameuse offensive dont on avait parlé précédemment. Durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 63 reprises, donc un petit quart de moins que la semaine dernière. Mais enfin, ils ont quand même tiré 132 obus de mortier de 120 mm et 309 de 82 mm, donc ça reste quand même légèrement plus que la semaine passée. Donc, un peu moins de violations, mais toujours autant de bombardements. Il faut y rajouter 8 violations du cessez-le-feu et 335 obus de mortier de 120 et 82 mm tirés, 35 obus de mortier tirés durant les dernières 24 heures. Ces bombardements ont touché 20 localités de la République, donc plus que la semaine passée, on était à 12 ou 14 la semaine précédente. Suite à ces bombardements, 12 habitations ont été endommagées durant la semaine, plus 4 durant les dernières 24 heures. Donc là, le bombardement en termes de destruction, le bilan est beaucoup plus lourd. Un tir a même touché directement la station d'épuration de Donetsk, entre autres le bâtiment où a lieu la purification de l'eau. Heureusement, ça n'a pas empêché la station de continuer à fonctionner. Il faut noter d'ailleurs que, si tu me permets, les tirs sont de plus en plus précis du fait de l'utilisation des drones de la partie ukrainienne, hein. Oui, et on ne parle pas ici des drones qui sont remplis d'explosifs et qui peuvent être utilisés en essaim pour attaquer les positions. Non, mais les drones ukrainiens et puis les drones américains, on en parlera un petit peu plus loin. Le bilan humain est lui aussi à la hausse, avec un soldat et un civil qui ont été blessés en RPD cette semaine suite à ces tirs. Donc on recommence à avoir des victimes et des destructions plus importantes. Que les semaines précédentes, donc ça c'est plutôt quand même mauvais. Il y a eu cette semaine une réunion des groupes de contact à Minsk et comme d'habitude on s'attendait à des provocations, mais celle du 14 février a quand même surpris les gens ici par son cynisme. Elle confirme d'ailleurs une fois de plus que les soldats ukrainiens se comportent envers la population du Donbass comme des envahisseurs et non comme des libérateurs, hein. Je rappelle que c'est comme ça qu'ils se présentent, hein. Oui. Donc le 14 février vers midi, les soldats de la 93e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a délibérément tiré sur l'école numéro 3 et sur un pensionnat de la ville de Dokuchaïevsk avec des véhicules de combat d'infanterie. Ah, bravo. Ah, oui. Voilà. Ah, de la vermine, hein. De la vermine. Donc c'est un véritable miracle que parmi les 400 enfants, il y avait environ 400 enfants dans l'école. Il n'y en a aucun, heureusement, qui a été touché. C'est du miracle, hein. C'est vraiment du miracle, mais bon, ils ont été terrorisés, ils ont dû aller se cacher dans le sous-sol pour se mettre à l'abri. Donc, ils ont pour beaucoup, bien sûr, subi un très grave traumatisme psychologique, hein, quand tu es en classe. Et puis, ils ont tiré avec les munitions de 30 mm là, qu'on avait déjà vu à Dokuchaïevsk. Ils aiment bien tirer sur Dokuchaïevsk avec ces munitions-là, je ne sais pas pourquoi. Donc ça a traversé une vitre d'une classe, c'est allé se ficher dans le mur presque au niveau du plafond de l'autre côté. Bon, là c'est vraiment n'importe quoi. Ils tirent maintenant sur les écoles en plein jour. Tout va bien. Non, mais c'est pas grave. Hein. On n'entend toujours pas la France et l'Allemagne gueuler là-dessus. Ils bénéficient de ce fait-là d'une forme excessive d'impunité, hein, quand même, hein. Ah oui. Et il y a aussi un appartement qui a brûlé dans un immeuble et un salon de coiffure qui a lui aussi été endommagé par ces tirs. Mais bon, là c'est vraiment, on a vraiment eu de la chance. Il y avait 400 enfants dans cette école. T'imagines le carnage que ça aurait pu donner. Là vraiment c'est n'importe quoi. On voit qu'ils essayent vraiment de provoquer l'armée de l'RPD à répondre. Donc ça suffit pas de bombarder les civils. Maintenant on tire sur les écoles. Tout va bien, c'est bien.
C'est ça, c'est ce que tu disais, c'est que ça cherche à provoquer, il faut que ce soit le plus dégueulasse, le plus dégueulasse ignoble possible. Ouais, le plus ignoble possible. Donc voilà. Au niveau armes lourdes, bah, ça continue. Hein, les forces armées ukrainiennes accumulent toujours plus d'armes lourdes près de la ligne de front. Ont été détectés en particulier par les services de renseignement de l'RPD 18 obusiers tractés D-20 de 152 mm, 12 canons tractés Jetsin B de 152 mm, 5 canons automoteurs Gvozdika de 122 mm, 8 canons anti-chars Rapira de 100 mm et 2 chars d'assaut T-72. Si on regarde un petit peu les plans du quartier général de la soi-disant opération antiterroriste, Ouais. Donc ce quartier général a reçu de Kiev des instructions pour mettre au point et mener des opérations pour résoudre deux problèmes importants. Le premier, c'est qu'ils ont besoin d'éliminer, y compris physiquement, les militants nationalistes ukrainiens qui sont incontrôlables dans la zone de conflit et qui sabotent les ordres du commandement des forces armées ukrainiennes et créent des problèmes considérables par leurs actions imprévisibles. Le deuxième problème à résoudre, c'est ils ont besoin d'un motif médiatiquement retentissant pour que les dirigeants ukrainiens puissent déclencher la phase active d'opération militaire contre la population du Donbass avec un minimum de justification, quoi. Ouais, des prétextes. En clair, ils sont en train de nous préparer un beau false flag. C'est ça. Voilà. Opération sous faux drapeau en cours de préparation. Donc, entre autres, ces plans de la partie ukrainienne visent donc à mener une opération spéciale dans la zone de l'OAT sous le commandement du général Louniev, qui est le commandant des forces d'opération spéciales des forces armées ukrainiennes, des représentants du SBU et de la garde nationale. Donc, ils ont constitué des équipes avec des membres de ces trois groupes armés. Voilà. Donc ils ont composé 2 unités, composées de tout ce joli petit monde. La première unité comprend des experts en explosifs et des tireurs d'élite qui ont reçu une formation complémentaire sous la direction de spécialistes étrangers, pour pas dire des instructeurs étrangers, voilà. Donc la tâche de cette première unité, c'est l'élimination physique des leaders et des militants les plus odieux, les plus immondes des formations nationalistes volontaires ukrainiennes, ceux qui écoutent jamais les ordres, qui en font qu'à leur tête. Donc il semble qu'ils soient décidés à se lancer dans un grand nettoyage, même si, comme on le verra plus tard, ils ont quand même besoin de ces nationalistes, mais pas les plus incontrôlables, semble-t-il. La deuxième unité se compose de militaires des unités des forces spéciales. Eux aussi, sous la direction d'instructeurs étrangers, ils ont été formés au sabotage, aux activités terroristes et à la maîtrise des tirs de mortier. Le plan des services secrets ukrainiens prévoit, semble-t-il, le bombardement au mortier de zones peuplées dans les territoires sous contrôle de Kiev. Donc, un énième tir qu'ils veulent coller sur le dos de la RPD pour accuser la RPD d'avoir commis des crimes de guerre. Ils veulent aussi, semble-t-il, s'en prendre aux employés d'organisations internationales près de la ligne de contact, donc je suppose les observateurs de l'OSCE, donc il y a encore très certainement des observateurs de l'OSCE qui vont mourir. Ça va pas les encourager à revenir sur le terrain. Non, pas vraiment, non. Donc le but, bien entendu, c'est d'avoir une opération sous faux drapeau qu'ils puissent imputer à la RPD pour ensuite pouvoir justifier. Vous voyez, il faut qu'on attaque, on n'a pas d'autre choix. Le but, c'est d'essayer de faire pleurer la communauté internationale sur le sort de l'Ukraine. Ils ont un petit peu de mal à y arriver pour le moment. On parlait donc de toutes ces unités nationalistes que, semble-t-il, ils veulent un petit peu encadrer. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour mener à bien son offensive, Kiev a besoin de troupes motivées. Et que le problème, c'est que les forces armées ukrainiennes, armées régulières en tout cas, c'est pas vraiment les soldats les plus motivés de la planète. Oui. On peut les comprendre. Quand on a parlé de ces plans de la future offensive, on a vu que certaines unités, comme la 128e brigade, ont refusé d'office d'aller se faire trucider. Oui. Donc le SBU a beau avoir fait le ménage, suspendu le commandant,
là, le quartier général ukrainien sait bien que cette unité et d'autres seront pas des plus motivés pour monter à l'assaut le moment venu, parce que je rappelle quand même que lors d'un assaut, c'est la première ligne qui va se prendre tous les tirs de défense de l'ennemi et qui va donc essuyer les plus lourdes pertes. Forcément. Donc c'est clair que les pauvres soldats ukrainiens qui sont sous-payés quand ils le sont, voilà, qui sont pas là réellement de leur plein gré, bon, ils n'ont pas vraiment envie d'y aller. Hein. Donc, pour trouver les soldats plus motivés, Kiev a dû aller chercher de nouveau les bataillons spéciaux, c'est-à-dire les bataillons néo-nazis ultranationalistes. Bah, voilà. C'est-à-dire les mêmes que ceux qui avaient remplacé l'armée régulière au pied levé en 2014, quand celle-ci refusait de tirer sur des civils. Bon, le plan d'attaque 2018 étant le même que celui de 2014, il semble que l'état-major ukrainien ait décidé de jouer le remake de 2014 jusqu'au bout, en utilisant de nouveau ces bataillons spéciaux à la place de l'armée. Bah oui, parce que résultat des courses, on a vu d'énormes rotations en cours dans la zone du Donbass, donc qui est occupée par l'armée ukrainienne. Donc c'est des informations qui ont été obtenues par nos collègues de War Gonzo, par leur réseau d'informateurs, par simple observation des lignes ennemies avec l'aide de jumelles, hein, donc vraiment de manière très très simple. Elles ont montré donc une rotation généralisée qui est en cours dans la zone de l'opération antiterroriste. Donc on voit des troupes régulières qui sont amenées à l'arrière et tous ces bataillons spéciaux, donc secteur droit, Donbass, Haïdar, Azov, etc., qui sont envoyés eux en première ligne. Ah oui. Donc là cette semaine c'est déjà 2000 nationalistes qui ont remplacé les forces armées ukrainiennes sur la ligne de front à 3 endroits. 3-4 endroits. Ça a été donc près de Donetsk. C'est l'armée de volontaires ukrainiens qui s'est installée à Avdeïevka, Peski et Krasnogorovka. On mettra une petite carte pour que les gens ils se rendent compte. Secteur droit s'est installé pour sa part à Slavnoye en face de Yelenovka et à Bielaya-Kamenka. Et le 46e bataillon spécial, donc le bataillon Donbass, le fameux bataillon Donbass, lui s'est installé près de Gorlovka en renfort de la 54e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes, qui a été envoyée en deuxième ligne. D'ailleurs, cette brigade comporte en son sein un bataillon ultranationaliste nommé Rousse de Kiev, mais qui, lui, fait partie de ces bataillons qui est intégré à l'armée régulière. Donc, ça a été confirmé, on est allé à Zaïtsevo hier, sur position. Les soldats nous ont confirmé que ce qu'ils voient en face, c'est un mélange de soldats réguliers des forces armées ukrainiennes et des combattants en uniforme noir, c'est-à-dire des combattants ultranationalistes. Donc près de Gorlovka, on a un mix. D'accord. Ils ont l'air de se tolérer les uns les autres. On parlait donc de l'utilisation des drones, c'est bien sûr un autre signe du risque d'attaque rapide. C'est le fait que les États-Unis ont intensifié leur vol de reconnaissance le long de la frontière russe, entre autres le long de la frontière ouest, c'est-à-dire avec l'Ukraine. Donc entre autres le 16 février, là c'est un drone stratégique américain RQ-4A Global Hawk qui a effectué un vol de reconnaissance dans l'est de l'Ukraine et s'est approché de la frontière russe. Donc ça a été annoncé par le site Civ Miller, donc qui surveille les déplacements des avions militaires. Donc ils ont publié sur leur compte Twitter une carte où on voit le Global Hawk qui survole la zone donc, du conflit, là où je me trouve, et s'est dirigé vers la région russe de Rostov-sur-le-Don. Donc là, depuis le début de l'année, on en est déjà à plusieurs vols près de cette frontière ouest de la Russie par des avions de reconnaissance américains. Bon, quand tu commences à faire voler ce genre d'avion de manière de plus en plus fréquente, on sait ce que ça veut dire. Oui. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre quand même. Préparation d'offensive, c'est très net. Offensive, voilà. Si on regarde tout ce qui est situation politique, on va reparler des casques bleus, puisque depuis la proposition que Vladimir Poutine avait fait en septembre 2017 d'envoyer une mission de casques bleus dans le Donbass pour protéger les observateurs de l'OSCE, on part dans des propositions contre-propositions qui n'en finissent pas d'embourber complètement ce projet, et ce malgré le fait que la Russie, tout comme les RPD et les RPL, ont toujours été très clairs sur ce qui est acceptable ou pas, c'est-à-dire une mission limitée à la protection des observateurs de l'OSCE et seulement une fois que le volet sécurité des accords de Minsk est accompli. Donc je rappelle
application du cessez-le-feu et retrait des armes lourdes. Mhm. Bon, on continue dans les délires de propositions ukrainiennes et américaines qui sont tout sauf acceptables parce qu'ils parlent d'envoyer des dizaines de milliers de casques bleus dans tout le Donbass pour prendre le contrôle de la frontière avec la Russie. Alors que je rappelle que ceci est le dernier point des accords de Minsk qui doit être mis en application quand tout le reste a déjà été impliqué. Voilà. Je rappelle qu'aussi il était question d'étendre leur mandat en termes d'utilisation des armes, hein, en gros qu'ils puissent plus facilement tirer que ce n'est le cas actuellement, ce qui les transformerait de facto en force d'invasion. Bon, je rappelle que tous ces délires avaient bien sûr été refusés aussi bien par Moscou que par Donetsk et Lugansk. Et ils essayent, si tu veux. Et ils essayent toujours. Hein, donc, malgré tout ça, ils continuent de faire des propositions débiles. La dernière en date, c'est une qui normalement a été présentée aujourd'hui à Munich, donc lors du forum sur la sécurité, là, la conférence sur la sécurité de Munich. Donc, j'attends de voir un petit peu ce qui va en être dit. Donc, c'est un rapport qui a été écrit par Richard Gowan, qui travaille au Conseil européen des relations étrangères, écrit à la demande de ce cher Anders Fogh Rasmussen, qui est l'ancien chef de l'OTAN, je le rappelle, hein, qui est désormais conseiller de Poroshenko. Donc, ce rapport qui doit être soumis aujourd'hui, voilà, à Munich, mentionne de nouveau ce chiffre délirant qui avait été avancé par l'Ukraine de 20 000 casques bleus auxquels il faudrait ajouter désormais 4 000 policiers, soit 24 000 hommes en tout. Je rappelle, c'est quasiment l'équivalent de l'armée de la RPD et presque 30% de l'effectif total des casques bleus dans le monde, qui étaient à peu près 82 000 en 2017. Ouais. C'est indicatif déjà, ça. Hein ? C'est indicatif, hein, déjà, ça. Hein. Ah, déjà, ça, c'est délirant. Hein. Je rappelle pour comparatif que la mission de l'ONU pour la stabilisation de la situation en Centrafrique est de 11 200 soldats. Celle au Soudan du Sud est de 12 500 soldats et 1323 policiers. On parle là de territoires en plus dont la surface et le nombre d'habitants, c'est autrement plus étendu. Ils sont autrement plus nombreux que les RPD et les RPL. C'est n'importe quoi, même réunis, même en les mettant ensemble. Je veux dire, t'atteins pas la taille de la Centrafrique. Je veux dire, c'est n'importe quoi. En plus, ce rapport préconise d'aller chercher ces hommes donc parmi des pays qui ne soient pas de l'OTAN. Hein. Bon, je crois qu'ils ont un peu compris que ça passerait pas. Mais dont certains sont dans l'Union européenne, comme la Suède, qui est censée mener cette mission. Je rappelle que la politique militaire de l'Union européenne étant définie par l'OTAN et inféodée à cette dernière, et la politique étrangère de l'Union européenne étant dictée par Washington, croire que la Russie va laisser 24 000 hommes en armes débarquer dans tout le Donbass jusqu'à la frontière russe sous commandement d'un pays de l'Union européenne, faut quand même avoir fumé la moquette. Hein. Là, faut quand même bien planer. Hein. Ou avoir mangé des chocolats magiques. Des chocolats magiques de Rochen, ouais, de chez Porky. Je parle même pas de la proposition d'inclure le Brésil dans les pays fournissant de telles forces armées, alors qu'après la destitution de Dilma Rousseff, le pays ne peut plus être considéré comme aussi fiable qu'auparavant par la Russie. Le délai de stationnement de cette force de l'ONU serait de 3 ans en tout, 1 an jusqu'à la tenue des élections et 2 ans encore après. Le plus incroyable, c'est l'argument qui est avancé pour justifier donc la présence de ces 4000 policiers, hein, en plus des 20 000 soldats, c'est le risque d'émeutes post-élection. Donc en clair, ils s'attendent à ce que le résultat de ces élections ne soit pas conforme aux souhaits de la population, parce que si tu t'attends à des émeutes, voilà. Donc ça en dit long sur ce que vaudront tes élections, ça s'appelle de la fraude géante, hein, voilà. Donc ça transformerait ces forces bel et bien en forces d'occupation pour obliger la population à accepter l'inacceptable. Bon, faut pas rêver. Aussi bien Poutine que Pasechnik et Zakharchenko vont jamais... c'est pas des débiles, quoi. Ils vont pas accepter un tel plan. Donc la Russie mettra son veto à cette ânerie qui est absolument pas conforme aux exigences qui étaient demandées. En plus, comme l'avait souligné Plotnitsky l'année dernière, une telle force de maintien de la paix, c'est énorme, ça coûte un rein. Qui c'est qui va payer pour tout ça? Parce qu'il faut les payer, les gars, hein. Il faut payer leur salaire, il faut les nourrir, il faut les loger, il faut payer leurs déplacements, leurs loisirs. Il serait capable de demander à la Russie de s'en charger. Hein. Oui, bien sûr, oui. Grand n'importe quoi. Hein. La Russie, elle va dire quitte à payer, je préfère envoyer mes gars. Hein. Oui. Ah oui, c'est clair. Oui. Excuse-moi, hein, je veux dire, je veux dire, faut arrêter les conneries, quoi. Je veux dire, en attendant, la Russie a souligné que pendant que sont lancés dans des médias de tels rapports et propositions, sur le plan concret, rien n'avance au sujet de cette fameuse mission de casque bleu. Oui. Voilà.
Voilà. La Russie a aussi rappelé que, vu le gouffre qui sépare la vision russe de cette mission et celle défendue par l'Ukraine, hein, donc on passe d'une présence mineure pour améliorer la sécurité des observateurs de l'OSCE à l'Ukraine qui, elle, voit dans cette mission une force de déoccupation du Donbass, mais qui en réalité serait bien une force d'occupation, mais pro-Kiev, hein, dans leur tête. Donc, résultat des courses, en l'état actuel, le sujet n'est même pas discuté à l'OSCE, alors que l'organisation est quand même concernée au premier chef par cette mission, si on suit la proposition russe, parce qu'ils sont censés protéger les observateurs de l'OSCE. Donc, résultat, le représentant russe à l'OSCE, Lukashevich, en a profité pour rappeler que la Russie était pour le prolongement de la mission de l'OSCE dans le Donbass malgré ses imperfections. Enfin, il a dit, c'est bien mignon, mais bon, à un moment, c'est bien de jacasser dans les médias, de faire des propositions débiles et des rapports et des machins, mais enfin... si on n'en discute pas concrètement et qu'on met personne autour de la table des négociations, on va jamais y arriver. Voilà. Hein, c'est juste pour enfumer, à mon avis. C'est-à-dire que oui, c'est de l'enfumage. Médiatiquement, clair, hein. Ils font croire qu'ils font quelque chose, qu'ils discutent de choses et que c'est la Russie qui refuse. Hein. Mais ils espèrent évidemment qu'il n'y ait pas des médias alternatifs comme le nôtre. Voilà, les nôtres, qui mettent les points sur les i, voilà. Mais bon, en tout cas, en l'état actuel, pour établir la paix, on n'a pas besoin des casques bleus, hein, ici. Il suffit que l'Europe, l'OTAN, les États-Unis, le Canada arrêtent de financer, filer des armes et de soutenir un régime à Kiev qui est un régime néo-nazi. Hein. Je signale que maintenant à Kiev, là, j'ai vu passer juste avant qu'on fasse le site rep, ça y est, hein, ils ont passé l'autorisation de dresser le drapeau des bandéristes, donc de Bandera, le drapeau de Bandera, 13 fois par an au-dessus de Kiev. Ah bon? Mais à part ça, c'est pas des néo-nazis. Non. On se fout de la gueule de qui? C'est comme si en Allemagne, on autorisait 13 fois par an à faire flotter le drapeau nazi au-dessus de Berlin. C'est ça, oui. Non, mais ça ose, hein, qu'est-ce que tu veux. Ah, non, mais bon, voilà, hein, on va encore me dire que... Et puis comme Paris et Berlin ne disent rien, et que Washington pousse derrière dans la direction qui va bien pour les néo-nazis là-bas, bah, il faut pas s'étonner du résultat, hein. Résultat, voilà. En attendant, sur le plan économique, hein, si on regarde maintenant l'Ukraine, petite news très courte, mais qui donne quand même une bonne indication du pourquoi l'Ukraine a besoin d'attaquer le Donbass, c'est qu'il y a eu donc un classement qui s'appelle l'indice de la misère, hein, qui classe les économies les plus misérables du monde. L'Ukraine est dans le top 10 hein, quand même. Hein. Ils sont à la 7e place. D'accord. Voilà. L'Ukraine devance l'Espagne et est juste derrière la Turquie et la Grèce. Oh là 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 là. Bon, l'année dernière, ils étaient à la 5e place, donc là, ils sont un peu moins pires. Hein, donc, il y a eu une légère amélioration. Mais enfin, voilà. 7e économie la plus misérable au monde. Ouais. Quelle réussite le Maïdan, hein. Oh là là, c'est une merveille, hein. Ça valait bien la peine de le faire, ouais. Voilà. Et donc, si on regarde l'évolution un peu plus politique de la situation en Ukraine, donc sur fond de préparation de cette offensive, l'expulsion donc de Mikhail Saakashvili, hein, donc ils l'ont arrêté, c'est même kidnappé extrêmement brutalement, donc il est en train de manger au restaurant. T'as une quinzaine d'hommes masqués, dont les insignes étaient cachés derrière. C'est assez troublant. Donc, qui ont débarqué dans le restaurant, qui ont embarqué Saakashvili de force. Ils l'ont mis dans un charter et direction Varsovie. L'histoire ne dit pas s'il a fini son dessert. Enfin, voilà. Bon, donc, cette expulsion de Saakashvili vers la Pologne, ça m'a laissé un peu pensive quand même, parce que je me suis dit... bizarre quand même, parce que jusqu'ici il était quand même bien protégé. Hein. Oui. Il était quand même très très bien protégé. Donc pour moi il y a deux hypothèses qui ne s'excluent pas forcément totalement l'une l'autre. Soit il n'est plus utile pour faire pression sur Poroshenko pour qu'il déclenche l'offensive dans le Donbass, puisque ce dernier a décidé de plier devant les radicaux ukrainiens et les néoconservateurs américains et s'apprête à lancer l'attaque. Donc ces derniers auraient alors autorisé Poroshenko à se débarrasser de leurs marionnettes devenues inutiles. La Géorgie a en tout cas l'air de tabler sur cette hypothèse, puisqu'ils sont prêts à envoyer une demande d'extradition de Saakashvili à la Pologne. Bon, il s'est dépêché de dire qu'il allait pas traîner ici et qu'il allait partir ailleurs. Tu m'étonnes. Voilà.
soit Poroshenko a décidé d'outrepasser les consignes américains, ou s'est fait manipuler par les Américains en recevant un feu vert officieux, donc il se serait débarrassé de ce concurrent gênant une bonne fois pour toutes. Ça pourrait être un assez mauvais calcul, parce que juste après l'expulsion de Saakashvili, ses partisans sont allés manifester de manière assez violente devant l'administration présidentielle à Kiev. Bon là, ils ont l'air plutôt de se reporter contre la Russie. Donc ça a l'air d'accréditer la première hypothèse. Certains analystes comme Vitaly Kulik craignaient qu'en faisant cela, Poroshenko n'ait radicalisé encore plus les mouvements de protestation à son encontre. L'éviction de Saakashvili laissant la place libre à des gens comme Semyon Semenchenko et d'autres qui jusqu'ici refusaient de se joindre au mouvement à cause de la présence de Saakashvili. Je pense que l'expulsion de Saakashvili fait surtout la part belle à Timoshenko. Ah oui. Qui a eu d'ailleurs des discussions avec Volker. Comme par hasard. Sur la fameuse mission de casque bleu dans le Donbass, je vois pas bien pourquoi Timoshenko est consulté sur ces questions. C'est pas ses affaires. Je veux dire, elle n'est pas présidente de l'Ukraine. Donc, je pense qu'on est dans le scénario numéro 1, c'est-à-dire mission accomplie. Pour l'instant, on n'a plus besoin de Saakavis, donc on autorise Poroshenko à le dégager. Et je pense de toute façon que Poroshenko lui-même va dégager quand même. Tôt ou tard, mais qui vont tabler sur d'autres personnes pour y arriver. Ils sont pas tellement fidèles avec les outils qu'ils utilisent. Ça a toujours été. De toute façon, on le voit avec les Kurdes actuellement en Syrie, que les Américains ont lâché comme des vieilles chaussettes sales. C'est ça. Dès qu'ils en avaient plus besoin. Ça donne envie de consacrer son temps, même naïvement, à une cause soutenu par nos amis américains. Voilà. Ouais. Si on regarde le côté politique et propagande à Kiev, plus ça va, plus ça devient délirant. Les mecs, ils en viennent à se contredire, ils se torpillent les uns les autres. Donc là, on a eu tout un florilège de déclarations récentes de Turchinov, je le rappelle, qui fut président par intérim de l'Ukraine juste après le Maïdan. Je rappelle, c'est lui qui a déclenché la guerre dans le Donbass. Ouais. Donc là, il nous a offert quand même des sacrés délires concernant aussi bien la Crimée que le Donbass. Donc le premier délire concerne la Crimée, il a été relevé par Karine Béché-Golovko, du blog Russie Politics. Il faut savoir qu'il y a actuellement une espèce de procès de Yanukovych, et donc Turchinov est cité comme témoin. D'accord. Et donc il a dû justifier son inaction face à la soi-disant annexion de la Crimée. Donc Turchinov a essayé d'expliquer qu'il n'a rien pu faire parce que la population locale était très agressive envers les nouvelles autorités de Kiev et que les agents du SBU locaux ont massivement déserté. Donc il a raconté qu'il avait demandé de prendre d'assaut le cabinet des ministres et le parlement ukrainien et que ces soldats sur place ont dit écoutez, on peut pas, la foule en colère nous a attaqués, on a été obligé de se disperser, c'est impossible à faire. Ce qui montre bien que la population soutenait le retour à la mer Russie. Oui, c'est clair. Oui. Il a confirmé d'ailleurs devant les caméras de la chaîne ukrainienne 112 que 90% des agents du SBU locaux avaient déserté à cette époque-là et qu'il n'y avait donc personne pour accomplir la mission qui était d'essayer d'enrayer le processus. Donc on voit bien que ces arguments démontrent totalement l'histoire de l'annexion, soi-disant, de la péninsule par la force, puisque la population locale et les agents du SBU locaux se sont rangés d'eux-mêmes du côté russe dès le début des événements en Crimée, ce qui montre bien que le référendum de 2014 reflétait bien donc l'opinion de la population et donc parfaitement légal. Donc il s'agit en rien d'une annexion suite à un référendum organisé en mettant soi-disant un pistolet sur la tempe des votants. Non, ça reflète bien la réalité. Ça s'appelle simplement le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je vous renvoie à la charte de l'ONU pour ceux qui continuent de nier l'évidence. Par après, il a quand même essayé, il a refait une volte-face pour essayer de sauver un peu ses miches, parce que ça fait vraiment pitoyable, cette histoire. Ouais. Donc il a raconté que de toute façon l'Ukraine n'aurait rien pu faire contre la Russie car cette dernière aurait soi-disant été prête à utiliser l'arme nucléaire carrément, si l'Ukraine avait tenté de reprendre la Crimée par la force militaire. Pour ça en fait il déforme totalement une citation de Vladimir Poutine qui a été faite lors du documentaire Crimée Retour à la patrie, où le président russe avait dit que la Russie s'était tenue prête à mettre en état d'alerte le dispositif nucléaire face à la tournure la plus défavorable qu'auraient pu prendre des événements. Il
y a quand même une grosse différence entre mettre en alerte le dispositif nucléaire au cas où la situation dégénère totalement, c'est-à-dire en fait se tenir prêt à répondre en cas de première frappe venant de l'ennemi, c'est-à-dire ici les États-Unis qui à l'époque avaient envoyé un navire de guerre à proximité de la Crimée, semble-t-il, pour y intervenir, et menacer de rayer Kiev de la carte si l'armée ukrainienne tentait de récupérer la Crimée de force. Il y a quand même le Grand Canyon là entre les deux, hein, quand même. Hein. Faut-il s'en étonner de la part d'un type qui a un cerveau de poulet et qui est soigné pour une crampe au bras droit du fait de l'utilisation hystérique de cette position du bras tendu. Ouais, du bras tendu, ouais. Hein, bon, je sais bien que les officiels ukrainiens passent leur temps à surestimer les capacités de leur armée. Enfin, il faudrait quand même qu'ils redescendent sur Terre 5 minutes. Je rappelle que la Russie dispose quand même de la deuxième armée au monde. La deuxième armée la plus puissante au monde. Et qu'elle n'a pas besoin d'utiliser l'arme nucléaire pour se débarrasser de l'armée ukrainienne qui est la 21e armée au monde. Oui. Voilà. Oui. Hein, n'importe quel expert sérieux va te dire qu'en cas d'affrontement entre les deux, il faudrait au grand maximum quelques semaines à Moscou pour conquérir Kiev sans se fouler. Ça, c'est... Voilà. Oui, sans problème. Hein. D'ailleurs, même Turchinov dit dans une autre citation, mais je te dis, il nous en a pondu 3 ou 4 en 48 heures, il a dit que l'Ukraine ne peut pas déclarer la guerre à la Russie car elle ne ferait pas le poids contre elle. Bon, là aussi, prétendument à cause du fait que la Fédération de Russie dispose de l'arme nucléaire et l'Ukraine pas, en se plaignant de nouveau que c'est à cause du mémorandum de Budapest. Petit aparté, quand je vois les cinglés qu'il y a parmi les officiels à Kiev, heureusement qu'ils n'ont pas l'arme nucléaire. Je rappelle que Timoshenko voulait vitrifier le Donbass avec. Oui. Hein, Blondie, là, avec sa natte. Oui. Hein, voilà. Et elle voulait tuer 8 millions de russophones de l'Est de l'Ukraine en leur balançant un nuke sur la tête. Donc heureusement qu'ils n'ont pas l'arme nucléaire. Hein. Je raconte pas sinon quelle utilisation ils en feraient. Hein. Donc voilà. Donc de nouveau, je veux dire, vu le classement des armées, c'est du délire. Moscou n'a absolument pas besoin d'en venir à une telle extrémité pour vaincre les forces armées ukrainiennes. Hein, je rappelle que ces dernières se sont faites laminer par des milices populaires de la RPD et de la RPL en 2014-2015, constituées de civils, la plupart des mineurs et des ouvriers d'usines, qui avaient pris les armes pour se révolter, plus des volontaires venus d'un peu partout. Alors, je vous laisse imaginer le carnage face à des soldats professionnels de la deuxième armée au monde. Oui, puis sans ogive nucléaire. Hein. Sans ogive nucléaire. Le Donbass n'avait pas d'armes nucléaires. Hein, non, on n'a pas d'armes nucléaires. À Iovax, la bataille des frontières, tout ça, il n'y avait pas d'armes nucléaires. Hein. Donc, voilà. En plus, cette déclaration de Turchinov contredit totalement celle de Poroshenko, notre cher Porky, qui, je rappelle, l'an passé avait déclaré que si les chars d'assaut russes ne sont pas en Europe, c'est grâce à la résistance héroïque de l'armée ukrainienne. Et là, le prédécesseur de Poroshenko nous sort que l'Ukraine ne pourrait pas résister face à la Russie. Oups. Allô Houston, on a un petit problème, il y a un bug dans la matrice. Faudrait accorder vos violons à Kiev, parce que là, la propagande, elle se prend les pieds dans le tapis et vous avec, hein. Non, bah, entre celui qui consomme ses chocolats magiques et l'autre qui a un cerveau de poulet et qui doit certainement consommer autre chose de pas moins hallucinatoire. Pas moins toxique, voilà. Oui, d'ailleurs, on le voit dans la déconnexion complète des hommes politiques ukrainiens vis-à-vis de la réalité. On le voit dans l'ultime délire de Turchinov, donc l'ultime déclaration qu'il nous avait fait dans cette petite période de 48 heures, où il a sorti qu'au début du conflit dans le Donbass, l'Ukraine avait mis 5000 soldats sur les principales routes venant de Russie pour faire face à une menace estimée à 200 000 soldats russes. Ouais. Alors bon, je sais bien que le nombre, ça fait pas tout, mais quand même à 40 contre 1, la Russie était sûre de gagner rapidement sans armes nucléaires, si elle avait aligné un tel nombre d'hommes. Je rappelle, c'est quand même un quart de son personnel militaire actif quand même. Vous croyez vraiment que la Russie va foutre un quart de ses soldats actifs pour aller conquérir l'Ukraine? Oui, non mais... Vous planez les mecs, Enfin, je veux dire, la Turchinov, faut qu'il arrête les substances illégales, parce que soit il exagère plus que fortement le nombre de soldats russes que l'Ukraine s'attendait à devoir affronter, pour pas dire qu'il délirait complètement sec et que c'était une menace fantôme qui existait que dans sa tête. Soit cet ex-président par intérim surestimait grandement les capacités de ses soldats, parce que foutre 5000 soldats contre 200 000... Ah bah,
Faut avoir confiance, hein, quand même. Il a été primé à l'école des clowns, lui, hein, attention. Ouais, hein. ouais, c'est ça, ouais. Dans les deux cas, cette déclaration montre que l'Ukraine a eu à sa tête un président par intérim qui n'a plus toute sa tête, justement. Parce que pour sortir une énormité pareille et pas se rendre compte qu'on vient de sortir une connerie monumentale, complètement incohérente, il faut avoir complètement perdu pied avec la réalité. Là, faut être déjà dans le cosmos. Là, hein. C'est même plus dans la stratosphère, là, t'es carrément dans le cosmos. Parce que franchement, comment tu peux oser sortir que face à une menace de 200 000 soldats, t'avais aligné 5 000 Gugus? Il s'est peut-être inspiré du film. Oui, c'est ça. Je pense que oui. Oui. Mais il n'a pas compté la disparité au niveau des armements. Hein. C'est-à-dire que. Et surtout de la motivation, parce que bon, les Oudas et ces hommes, je pense qu'ils étaient autrement plus motivés que les soldats ukrainiens quand même. Hein. Oui, c'est clair, oui. Hein, voilà, je dis ça, je dis rien. Hein, voilà, je laisse nos auditeurs méditer là-dessus. Nous avons 2 pendant ce temps-là à Kiev. Alors, le premier nous est offert par notre clown en chef, ce cher Poroshenko, qui décidément abuse de ses chocolats magiques. Ah oui. Puisque lors de ce fameux cette conférence sur la sécurité de Munich, Poroshenko a accusé la Russie d'essayer de détruire la démocratie et a déclaré que le drapeau russe ne devrait flotter nulle part. Hein, il a sorti ça lors de la 54e conférence de Munich, où il s'est prononcé contre la tenue de l'élection présidentielle russe en Crimée et le rétablissement des pouvoirs de la Russie à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, hein, puisque je rappelle que la PCE commence à flipper un petit peu du fait que, ayant retiré à la Russie son droit de vote, la Russie a dit puisque c'est comme ça, on va se casser puis on va arrêter de vous financer avec par la même occasion. Ah bah oui, donc voilà. C'était logique donc, quand même. Hein. Voilà, donc la PCE commence à se dire, je crois que c'était une grosse somme, hein, c'était quand même un petit paquet de millions, hein, si je dis pas de bêtises. Donc là, la PCE a commencé à se dire, oui, ça fait mal. Donc la PCE commence à se dire qu'ils allaient peut-être rétablir le droit de vote de la Russie. Bon, il semble que ça plaît pas trop à Poroshenko, hein, ça se comprend. Donc là, Poroshenko a aussi qualifié le projet Nord Stream 2, je cite, d'expansion politique et énergétique de Moscou, et a déclaré que le projet n'a rien à voir avec les intérêts économiques. Bah nous, bien sûr. C'est vrai que vendre du gaz à l'Europe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argument. Alors, il est obligé d'en créer des arguments. Voilà. Mais ils sont capillotractés d'une manière. Mais alors attends, c'est la suite de la citation. Je te jure, c'est grandiose. Il a dit, je cite, ni la politique ni les affaires ne peuvent exister en dehors des valeurs. Alors, quand on a une armée qui tire sur une école à l'heure où il y a les gamins, en termes de valeurs, tu fermes ta gueule pour qui? Je suis désolé, je vais être vulgaire. Mais alors, ferme-la. Mais une bonne fois pour toutes. Tais-toi, surtout, ça vaut mieux. Parce que je te jure qu'un jour, toutes ces citations contradictoires et les faits, on va te les claquer dans la figure et ça va faire très mal. Hein? Parce que... Ah oui, son procès, il va être retentissant de ce point de vue. Hein. Voilà. Hein? Donc il a dit, je cite, je continue, la politique actuelle de Moscou n'a pas de place pour le fair play. C'est pourquoi le drapeau russe ne flotte pas aux Jeux Olympiques d'hiver de 2018. Il a continué en accusant la Russie de déclencher une guerre hybride se transformant progressivement en guerre mondiale. Non, c'était pote américain et toi qui... dans l'inversion accusatoire comme d'habitude. Ben, c'est ça. Et il a terminé donc en disant que le drapeau russe ne devrait flotter nulle part dans le monde, alors que la Russie continue d'inciter à une guerre hybride mondiale et les balles russes sont dirigées contre nos symboles. Vu que vos balles russes, vous les envoyez sur des gosses, moi je propose que non seulement votre drapeau flotte plus nulle part, mais si on devait prendre des mesures symétriques, je propose carrément qu'on les crame, tous, une bonne fois pour toutes. Non, mais sérieusement, faut pas avoir honte quand même. Hein. Je veux dire, ce mec et son prédécesseur sont quand même responsables du génocide de 10 000 personnes dans le Donbass. Et ils osent te sortir des énormités pareilles. Ah bah, ils osent. Ouais, les cons, ça ose tous, c'est ça qu'on les reconnaît. Moi, je propose qu'on les mette sur orbite, une bonne fois pour toutes, mais sans vaisseau pour le retour. Ah bah oui, ah bah non, sinon c'est pas marrant. Allez, c'est pas marrant. Elle est simple. Voilà, donc voilà les délires de Poroshenko quand même. Le mec, il ose te sortir qu'il faudrait enlever tous les drapeaux russes à travers la planète. Je vais te répondre un truc très... Voilà.
Oh, bravo. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Bah, il n'a pas précisé sur les bâtiments diplomatiques à Kiev Non, non, mais d'ailleurs à Kiev, il faudra qu'on en parle. Il y a eu j'ai vu juste avant qu'on fasse le site-rep, il y a eu des ultranationalistes qui sont rentrés dans le centre culturel russe à Kiev. Ils ont des graffitis, volé des trucs. Enfin bon, c'est magnifique, hein, c'est bien, c'est beau. C'est l'Ukraine, hein, c'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine. Mais bon, voilà, donc dernier délire de Poroshenko en date. Oser gloser sur les valeurs et ce que ça mériterait d'infliger au drapeau d'un pays. Vu tout ce que l'Ukraine a fait depuis le Maïdan, le drapeau ukrainien mériterait d'être annihilé une bonne fois pour toutes, de manière définitive. Je me demande s'il ne va pas être remplacé par le drapeau bande noire, bande rouge. Oui, bonne chance, hein, vu que là, il y a eu des bandéristes. De lever le drapeau bandériste au-dessus de Kiev. Le deuxième pendant ce temps-là à Kiev, c'est un officiel de Kiev, un ancien ministre de la Défense, qui était ministre de la Défense par intérim en 2014. Hein. Mikhailo Koval, qui a exigé de Moscou que la Russie répare les navires ukrainiens laissés en Crimée avant de les rendre à l'Ukraine, puisque je rappelle que Poutine avait gentiment dit à l'Ukraine, si vous voulez récupérer vos bateaux, ce serait gentil de les reprendre quand même en Crimée, on ne les retient pas. Mais bon, ce cher Mikhailo Koval donc s'est plaint que, soi-disant, la Russie aurait détruit les vaisseaux ukrainiens présents en Crimée et qu'il serait indigne que l'Ukraine récupère ses bateaux dans cet état-là. Et donc il exige que la Russie rende les bateaux dans l'état dans lequel elle les avait récupérés avant de les rendre à l'Ukraine. Vous croyez vraiment que la Russie va payer les réparations pour vos bateaux qui étaient déjà dans un état lamentable en 2014? Allô? Ah mais vous planez les mecs. Ils y croient. C'est grand n'importe quoi. Bref, donc voilà où est-ce qu'on en est en Ukraine. Hein. On rêve d'enlever les drapeaux russes partout dans le monde et que la Russie paye les réparations pour des navires qui n'avaient jamais été entretenus en 25 ans d'indépendance de l'Ukraine. Mais tout va bien, Madame la Marquise. Et c'est ces tarés-là, quand même, je rappelle que l'Union européenne et Washington soutiennent, arment et financent. Oui. Tout va bien. Donc voilà. Donc, en vue de la situation, ouais, ça pue. Ça pue. On va voir comment ça évolue. Mais je pense que ça va pas trop tarder à déraper. Hein, quand on voit qu'ils en sont à essayer de faire des tirs, enfin, tirer sur les écoles et puis essayer de faire des false flags pour justifier leur merde. Je crois qu'on n'a plus trop très très longtemps à attendre. Bon, comme on peut le voir, vu le classement de l'Ukraine, ils sont dans la merde. Ils n'arrivent pas à obtenir à donner la dernière condition au FMI pour obtenir la prochaine tranche d'aide, à savoir d'augmenter encore les tarifs du gaz. Ouais. Hein, les gens sont déjà complètement exsangues. Là, je vois pas comment ils vont pouvoir faire. Donc là, ils ont besoin d'une guerre. Hein, là, ils n'ont plus le choix. Donc ça pue. Donc situation à suivre. Comme je dis, j'espère seulement à samedi prochain. Si jamais ça devait déraper cette semaine, bien sûr, on vous tiendra au courant. Dans la mesure des moyens, puisque comme je l'ai dit, il y a quand même de fortes chances qu'en cas d'attaque, on se retrouve temporairement privé de communication. J'espère que ce ne sera pas le cas. Mais donc voilà, il faut vous y attendre pour ceux qui nous suivent de manière régulière. Si vous voyez que brutalement vous n'avez plus de nouvelles de ma part, c'est peut-être pas forcément que je suis morte, c'est peut-être que tout simplement que l'internet a été endommagé ou coupé. Voilà, ne vous affolez pas forcément, essayez de suivre via d'autres canaux, entre autres les télévisions russes. Voilà. C'est le mieux qu'on puisse faire en l'état. On a averti. Bon, si côté occidental ils ont rien écouté, tant pis. Il ne faudra pas venir pleurer après quand l'armée ukrainienne se prendra la déculottée de ses beaux jours. Voilà. Donc je te dis, j'espère seulement un samedi prochain et je te souhaite une bonne soirée. Merci Christelle, merci pour toutes ces informations, courage et surtout prudence parce que effectivement là on arrive à une période où c'est extrêmement risqué. C'est extrêmement risqué. Du printemps, donc là ils n'ont plus rien à perdre. On se rapproche des élections russes qui, je pense, sont en fait la cible de ces déstabilisations, c'est-à-dire le but c'est de foutre le bordel pendant les élections présidentielles russes. Ils essayent désespérément d'empêcher Vladimir Poutine d'être réélu. C'est illusoire, hein. C'est vraiment illusoire. Hein. Mais bon. Quand je dis qu'ils vivent pas dans la réalité, bref.
Donc voilà, situation à suivre et j'espère seulement un samedi prochain. Très bien. Merci Christelle, bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Au revoir.